Alors bonjour, rebonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous compter parmi nous pour ce webinaire de présentation de l'initiative Engagée pour la nature en partenariat avec l'Office français de la biodiversité. Donc dans quelques instants, vous allez du coup pouvoir entendre Lucie de l'Office français de la biodiversité qui va vous parler donc de l'initiative Engagée pour la nature. Et ensuite, nous avons le plaisir d'avoir Geneviève Marais de l'entreprise Aquatech Innovation qui va vous expliquer en quoi l'initiative Engagée pour la nature est ou a été bénéfique pour la démarche de son entreprise. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Lucie se présenter et puis vous présenter l'initiative Engagée pour la nature. Je vous invite toutes et tous à laisser vos micros coupés afin que les intervenants puissent parler sans Oui, ça va, tu pourrais le faire faire moi-même. ce qu'il faut. Voilà. Donc, Lucie, je vais arrêter le partage et tu vas pouvoir partager ton écran et puis te présenter. Merci Aurélie. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis Lucie Passy, chargée de mission entreprise engagée pour la nature au sein de l'OFB. Donc merci beaucoup aux équipes de Respect Océan pour l'invitation. Je vais tout de suite vous partager mon écran. Je pense que c'est bon. Vous voyez bien l'écran. Oui, c'est bon, Lucie. Très bien. Alors du coup, avant de vous présenter le dispositif entreprise engagée pour la nature, je voulais vous présenter l'Office français de la biodiversité pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on est un établissement public de l'État qui a été créé en 2020 pour relever le défi de la protection de la reconquête de la biodiversité en France, donc Hexagone et Outre-mer. Et on est placé sous la tutelle du ministre, enfin, des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture. On porte 5 grandes missions. Je ne vais pas vous détailler tout ce que peut faire l'OFB, mais là, ça vous donne une image quand même de ce qu'on fait. On a 5 grandes missions. Il y en a une qu'on connaît un peu plus, dont on a entendu parler ces derniers temps, c'est la police de l'environnement. Mais en fait, on porte aussi des missions de connaissance et d'expertise sur la biodiversité, d'appui aux politiques publiques, de gestion des aires protégées et aussi de mobilisation de la société. Et c'est dans cette grande catégorie, dans cette grande mission que moi je m'inscris et dans laquelle s'inscrit le programme Entreprise engagée pour la nature, puisque dans la mobilisation de la société, nous, notre objectif, c'est vraiment de mobiliser l'ensemble de la société, donc à la fois les territoires avec les collectivités, les citoyens, mais aussi les entreprises, le monde économique. Donc, on a une unité entreprise et biodiversité au sein de l'OFB qui se développe d'ailleurs ces derniers temps. Donc, on est ravis de pouvoir accompagner les entreprises, donc à travers le programme Entreprises engagées pour la nature, mais à travers aussi beaucoup d'autres partenariats. Je vous expliquerai peut-être aussi à la fin, si on a le temps de ma présentation, quels sont les autres dispositifs qu'on a contribué à déployer sur le sujet. Et donc, sans plus attendre, je vous épargne le contexte sur la biodiversité, qu'est-ce que c'est, les chiffres sur son érosion, puisque je pense que si vous êtes là, que vous êtes membre de Respect Océan, c'est que vous avez quand même de bonnes notions déjà sur le sujet. Mais par contre, je voulais revenir rapidement sur les interrelations quand même entre entreprises et biodiversité. Donc, vous le savez, mais voilà, les entreprises, elles ont une double relation avec la biodiversité. C'est que d'un côté, elles dépendent de services écosystémiques en bonne santé, donc des services d'approvisionnement, des services de régulation. Si on parle des services qui sont en lien avec l'océan, l'eau, eh bien, ça va être les ressources halieutiques, les ressources en eau directement. Ça va être la régulation du climat par les océans, la régulation naturelle du cycle de l'eau. Tout ça, ce sont des services écosystémiques dont les entreprises dépendent et dont elles ont besoin pour fonctionner ou pour s'adapter dans le temps. Et puis, d'un autre côté, les entreprises, elles participent aussi à l'érosion de la biodiversité à travers notamment les 5 grands facteurs d'érosion que vous connaissez aussi. Et donc, le premier, le changement d'usage des terres et des mers. Donc là aussi, je vous apprends rien sur le changement d'usage des mers. Ça peut être les techniques de pêche intensive, par exemple. Donc, je ne vous fais pas trop le topo, mais en tout cas, c'était pour vous rappeler cette interrelation, cette double relation entre les entreprises et la biodiversité. Et vous dire que du coup, de ce fait-là, si la biodiversité s'érode, les entreprises n'ont plus accès ou plus difficilement à certains services écosystémiques, ça peut générer des risques. Des risques que vous avez là, certains exemples de risques, mais il y en a d'autres, des risques de hausse de prix, des risques de coûts de réparation, des risques de marché, de perte de financement.
mais aussi des opportunités. Donc le fait de mettre en place une stratégie pour la biodiversité, c'est aussi saisir des opportunités aussi de marché, de se positionner sur des marchés qui vont être plus favorables, sur des produits qui vont être plus durables, d'améliorer sa notoriété, d'anticiper les sujets réglementaires, ou encore d'innover avec, par exemple, la notion de biomimétisme que certains d'entre vous doivent bien connaître. Donc voilà, c'était un petit peu pour replacer ce sujet d'interrelation parce que nous, dans le cadre du programme Entreprise engagée pour la nature, c'est une notion qui est très importante puisque derrière tout ça, on va demander à l'entreprise de bien analyser ses enjeux pour mettre en place des actions qui correspondent à ces enjeux vis-à-vis de la biodiversité, donc ses impacts, ses dépendances. Mais je vais y revenir après. Et puis, bon, ça c'est aussi un petit peu une slide de contexte, mais qui peut vous être utile aussi, vous, auprès de vos parties prenantes, par exemple, pour rappeler quand même que le sujet de la biodiversité, il est devenu incontournable. C'est plus un sujet de niche, c'est devenu un sujet incontournable pour les entreprises, tout comme le sujet du climat, ce qui n'était pas forcément le cas avant, hein. Il y a un peu un retard de prise en compte du sujet de la biodiversité par rapport à celui du climat. Mais en tout cas, voilà, on a le World Economic Forum, par exemple, qui nous dit que le troisième risque le plus important pour l'économie et les sociétés humaines, c'est bien l'érosion de la biodiversité. Avant, ce n'était pas identifié comme tel. On a la Banque centrale européenne qui nous dit aussi que les trois quarts des entreprises européennes dépendent de manière critique de services écosystémiques. Donc, il n'y a plus de doute sur le fait que, on est dans une situation qui est dramatique, mais qui est aussi bien repérée par le monde économique qui doit le prendre en considération. Donc voilà, je passe sur l'IPBES, sur le fait que voilà, on a des stratégies nationales aussi qui se déclinent de tout ça. Peut-être quand même vous dire que donc le programme Entreprise engagée pour la nature, je vais vous présenter le fonctionnement et les étapes. Ce programme, il est inscrit justement dans la stratégie nationale biodiversité à 2030 de la France. Cette stratégie nationale, elle a été définie justement aussi par rapport aux grands cadres internationaux qui ont suivi les COP et les rapports de l'IPBES. Donc tout ça se décline de façon assez logique. Et puis voilà, la prise en compte du sujet par les entreprises, ça s'est vraiment décliné par un objectif pour nous en France d'avoir 5000 entreprises à 2030 qui mettent en place un plan d'action ambitieux pour la biodiversité à travers le programme Entreprises engagées pour la nature. Et donc ce programme, euh, à qui il s'adresse, eh ben, je pense que vous l'avez compris, il s'adresse à toutes les entreprises, de toutes les tailles, de tous les secteurs, qu'elles soient débutantes ou initiées sur le sujet. L'objectif, c'est pas forcément, c'est pas du tout même de venir labelliser ou de venir reconnaître une exemplarité par rapport à des pratiques, mais c'est plutôt d'embarquer le plus de monde possible pour faire le premier pas et ensuite accompagner dans une démarche d'amélioration continue. Et donc, pourquoi, quel est l'intérêt pour l'entreprise de s'engager dans ce programme-là? Il y a plein, on aurait pu mettre beaucoup plus de points que cela, mais globalement, ça va être déjà de structurer la démarche, de pouvoir, par exemple, renforcer sa démarche environnementale ou RSE en réduisant les impacts de son entreprise sur la biodiversité, de s'aligner aux attentes des parties prenantes, de mobiliser aussi, de sensibiliser les salariés, toutes ces parties prenantes autour d'un projet fédérateur et qui est porteur de sens. Et puis de faire reconnaître, puisqu'en fait c'est le seul programme aujourd'hui qui permet d'avoir une reconnaissance de l'État sur des actions volontaires pour la biodiversité. Et nous, c'est vraiment à travers une démarche qui est robuste, dont je vais vous en parler un petit peu plus après, de ce qui est demandé dans le cadre du plan d'action et comment c'est évalué dans le temps. Mais en tout cas, c'est une démarche qui est robuste et qui permet vraiment à l'entreprise de s'améliorer dans le temps, avec des recommandations qui sont concrètes. Donc pour le pourquoi, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Peut-être j'ai oublié le sujet aussi d'anticiper les évolutions réglementaires en matière environnementale, puisqu'en fait, le programme, il permet justement de voir comment aller plus loin que le réglementaire, mais aussi de préparer les questions de reporting extra-financier en lien avec la CSRD, par exemple, pour les plus grandes entreprises. Et donc ensuite, qu'est-ce que ça apporte pour les entreprises? Ça va être aussi l'accès à des outils. Donc nous, l'outil des outils pour le programme, c'est vraiment le guide pour l'action entreprise engagée pour la nature, qui permet donc aux entreprises, en fonction de leur taille, d'être guidées sur leur démarche biodiversité, que ce soit dans le cadre du programme Entreprise engagée pour la nature ou dans le cadre d'une démarche biodiversité sans forcément avoir l'intention de rejoindre le programme. En tout cas, c'est un guide qui est très complet et qui permet d'avoir toutes les informations pour réaliser son état des lieux, commencer à mettre en place des actions, sélectionner des indicateurs, avoir des exemples aussi
concrets pour pouvoir se projeter. Donc, c'est surtout le guide pour l'action qu'on met à disposition et qu'on met à jour régulièrement, enfin tous les ans, pour les entreprises. Mais après, on travaille aussi sur d'autres outils. Il y a des recueils de bonnes pratiques. On va développer un catalogue d'actions aussi pour les plus petites entreprises. Donc voilà, ça va être un accès des outils, mais ça va être aussi une visibilité lors d'événements régionaux, nationaux. Donc nous, le plus gros événement qu'on met en place, c'est le Forum Biodiversité Économie tous les 2 ans. Mais il y a aussi des rendez-vous régionaux et on développe aussi la territorialisation du programme. Donc on travaille avec les agences régionales de biodiversité sur un accompagnement des entreprises régionales. Je vous en parlerai aussi un petit peu à la fin si on a le temps. Et enfin, vous avez, si vous rejoignez le programme, accès au Club des engagés, qui rassemble à la fois les territoires engagés pour la nature, les partenaires engagés pour la nature qui deviennent les ambassadeurs pour des programmes engagés pour la nature, et puis les entreprises. Et donc, c'est vraiment une communauté d'acteurs et de pratiques. L'objectif, c'est de pouvoir favoriser les échanges entre pairs, d'organiser des webinaires avec des thématiques précises. La dernière thématique qu'on a abordée là, au sein du club, c'était intégrer la biodiversité dans la politique achat. On va avoir un sujet aussi sur entreprises et territoires. On a d'autres thématiques qui sont abordées dans le cadre du club en fonction aussi des envies des entreprises. Et donc voilà, on a une dynamique au sein du club qui se développe justement aussi pour favoriser le partage de pratiques et d'aller dans le bon sens pour toutes les entreprises. Si je passe ensuite pour vous expliquer les étapes du programme. Donc la première étape, quand vous souhaitez rejoindre le programme Entreprises engagées pour la nature, c'est l'adhésion. Donc c'est simplement la signature des 10 principes communs du programme au plus haut niveau de l'entreprise. Donc ça va être le dirigeant d'entreprise ou un membre du COMEX de votre entreprise qui va signer les 10 principes communs. Et là, ça engage en fait l'entreprise à déposer son plan d'action dans les 1 an qui viennent. Donc là, c'est un délai d'1 an. C'est un délai en fait qu'on estime nécessaire aussi pour réfléchir vraiment à l'analyse de ses dépendances, de ses impacts et de pouvoir cibler des actions qui correspondent bien aux enjeux de l'entreprise. Et donc une fois que l'entreprise a déposé son plan d'action, donc c'est l'étape 2 d'engagement, qui a un plan d'action qui doit être SMART, ça aussi j'en parlerai un petit peu plus après. Nous, on va faire une analyse technique de ce plan d'action. On va regarder si il répond bien aux critères du programme, aux critères SMART du programme, si c'est donc bien spécifique par rapport à la biodiversité, mesurable, additionnel par rapport à la réglementation, par rapport à ce que l'entreprise faisait avant, si c'est bien réaliste et temporellement encadré. Bon, je le redirai un petit peu après. En tout cas, on a une phase d'échange avec l'entreprise potentiellement si le dossier n'est pas forcément complet. Et ensuite, il va passer en jury. Et donc, ce jury de validation du plan d'action. Il se réunit avec 3 membres de la gouvernance du programme. 3 membres En fait, on a 3 collèges qui représentent la gouvernance du programme. On a le collège autorité publique, le collège association de protection de la nature et le collège qui représente les entreprises. Donc, ça va être des fédérations d'entreprises, par exemple, comme le MEDEF, qui peuvent participer. Donc voilà, on réunit un membre de chaque collège pour faire la relecture des dossiers, valider les plans d'action. À cette étape-là. Et puis après, tous les 2 ans, une fois que le plan d'action a été validé, l'entreprise va pouvoir bénéficier d'un suivi. Donc, en fait, en déposant un formulaire, enfin en remplissant un formulaire, elle va indiquer où est-ce qu'elle en est sur ses indicateurs, sur chacune de ses actions, et va obtenir des recommandations pour la suite, soit pour le dépôt de son prochain plan d'action, soit pour la continuité de son plan d'action en cours. Et ensuite, elle va renouveler son plan d'action une fois que son plan d'action initial est arrivé à son terme. Donc, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue euh, avec des systèmes d'évaluation et de recommandation à différentes étapes. L'entreprise, en fait, elle peut utiliser le tampon membre que vous voyez ici une fois que son plan d'action a été validé. Donc, tout ce qui va être communication en lien avec le programme, ça va plutôt être vraiment une fois que le plan d'action est validé. Voilà pour les étapes. Aujourd'hui, on en est donc à 361 entreprises qui sont adhérentes, donc qui ont signé les 10 principes communs, et puis 176 qui sont membres, donc qui ont validé leur plan d'action ou qui ont même réalisé plusieurs étapes de suivi, parce que je ne crois pas que je l'ai dit, mais le programme il a été créé en 2020, donc on a déjà des entreprises qui sont arrivées au début, qui ont fait plusieurs phases de suivi et qui en sont à leur deuxième plan d'action. Donc voilà, on a des membres historiques et puis des membres, beaucoup de nouveaux membres. Et d'ailleurs, parmi les nouveaux, on a beaucoup de PME, TPE ces derniers temps, puisque de toute façon, le tissu économique français, c'est plutôt voilà, des petites entreprises. Donc au début, on en a eu
plutôt de grandes entreprises ETI. Et puis maintenant, on a la part de TPE et de PME qui augmente beaucoup. Je voulais vous faire un petit focus sur la façon de construire votre plan d'action dans le cadre du programme avec voilà, un focus méthodologique. Rapidement, donc, ce qu'on va demander dans le cadre du programme, donc quand vous arrivez à l'étape de dépôt du plan d'action, dans le formulaire que vous allez devoir compléter sur démarche simplifiée, si vous en venez là, ça va être première étape, dresser un état des lieux, donc nous expliquer comment vous avez réalisé votre analyse dépendance impact, quels sont les enjeux prioritaires de votre entreprise vis-à-vis de la biodiversité, globalement, pour ensuite déposer votre plan d'action. Un plan d'action qui doit être au moins constitué de deux actions, avec une action cœur de métier, une action qui est directement liée à vos enjeux et à la réduction de vos impacts ou l'évitement de vos impacts, par exemple. Et puis, ça doit être un plan d'action d'une durée de 2 ou de 4 ans, puisque nous, on fait le suivi tous les 2 ans, donc on a besoin d'avoir des plans d'action de ces durées-là pour que ça fonctionne correctement. Et d'un point de vue périmètre, ça aussi, ça peut être important pour certains d'entre vous. Ce qu'on demande, c'est que l'analyse des dépendances et des impacts sur la chaîne de valeur, donc en étape 1, elle soit réalisée sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise euh, et sur ses activités, l'entreprise en France. Et ensuite, le plan d'action, il peut concerner un périmètre plus restreint en fonction des enjeux qui ont été identifiés. Et donc, pour aller un peu plus en détail là-dessus, ici, vous avez les étapes qu'on demande dans la partie état des lieux. Donc, on demande de recenser les engagements préexistants, de nous dire quelles sont les dépendances à la biodiversité, les impacts, les contributions positives si vous en avez. Ça peut être le cas de bureaux d'études, d'entreprises qui travaillent dans le paysage, par exemple. Mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Des contributions positives, c'est pas forcément pour toutes les entreprises et c'est pas du tout obligatoire de remplir cette étape-là. Et puis après, vous avez la synthèse de l'état des lieux pour déterminer les enjeux prioritaires, qui est sûrement l'étape la plus importante pour que nous, on puisse ensuite évaluer si le plan d'action il répond bien aux enjeux prioritaires identifiés par l'entreprise. Pour cette étape-là d'état des lieux, en général, quand on commence à s'intéresser au sujet, les entreprises sont un petit peu perdues parce qu'il y a beaucoup de choses. Et justement, du fait qu'il y a beaucoup de choses sur les différents outils d'analyse, il y a une plateforme qui a été créée qui s'appelle Entreprise et Biodiversité, qui a été développée par Rouri en partenariat avec l'OFB et qui propose une boîte à outils euh, qui référence tous les outils, que ce soit les démarches d'engagement comme entreprise engagée pour la nature, mais aussi tous les outils de diagnostic. En fonction de votre taille d'entreprise, en fonction de différents critères, vous pouvez sélectionner différents critères pour voir quels sont les outils qui sont les plus adaptés à votre contexte. Donc n'hésitez pas à utiliser cette boîte à outils. Là, on vous a mis quelques éléments, comme l'outil Encore qui permet d'analyser les dépendances et les impacts, en tout cas d'avoir une vision par secteur. Une première vision qui est peut-être intéressante, l'outil IEEB qui est un outil aussi qui peut être intéressant, le GBS qui là, pour le coup, est un outil qui est beaucoup plus dense et qui va être coûteux aussi, donc c'est pas c'est pas les mêmes objectifs. Ça dépend du budget et de beaucoup de paramètres. Donc voilà, je vous invite à consulter cette plateforme et à regarder aussi dans le guide Entreprises engagées pour la nature pour vous orienter sur cette phase-là si ça vous intéresse. Ensuite, en deuxième étape, donc sur le plan d'action volontaire, ce qu'on demande avant de vraiment déposer les actions, de nous décrire les actions, ce qui se fait sur un tableau Excel, on a des champs sur la détermination du cadre général du plan d'action. Quel est le périmètre qui est concerné? Donc là, ça peut être par rapport au fait que vous avez envie d'engager seulement une filiale, par exemple, dans un premier temps, mais ça peut être aussi par rapport au périmètre concerné vis-à-vis des enjeux qui ont été identifiés avant. Donc de dire, ben, moi, mon plan d'action, j'ai envie qu'on le concentre uniquement sur l'amont de la chaîne de valeur, parce que c'est là que j'ai 90% de mes enjeux. Et donc ça serait totalement possible. Le cadre général du plan d'action, c'est aussi la façon dont le plan d'action est piloté et comment est-ce que vous prévoyez de piloter sa mise en œuvre et comment est-ce que vous avez impliqué des parties prenantes dans la conception de ce plan d'action, dans la construction. Voilà, ça c'est le genre de questions qu'on pose sur le cadre général et puis après sur la définition des actions volontaires SMART. Vous avez, comme je le disais, au moins une action cœur de métier, donc qui va être une action de prévention, diminution des impacts ou de préservation, restauration de la biodiversité. Euh, et puis, vous pouvez aussi déposer des actions complémentaires
qui vont être des actions qui ne sont pas forcément liées avec vos enjeux directs, mais qui vont contribuer à développer le sujet dans votre entreprise et au sein de vos parties prenantes. Ça va être des sujets de R&D, des sujets de sensibilisation, de formation ou encore de mécénat. Donc ça aussi, c'est des actions qui peuvent être déposées dans le cadre du programme, mais qui ne sont pas obligatoires. Et toutes ces actions, ce qu'on demande, c'est qu'elles soient smart. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Derrière, en fait, ces 5 lettres du SMART, nous, on a encore 18 sous-critères et un référentiel d'évaluation qui nous permet d'évaluer vraiment, en fonction de tout ce que vous avez rempli dans le formulaire et dans le plan d'action, si les critères sont remplis et ils sont disponibles. Je ne voulais pas vous les afficher, tous les critères, mais ils sont disponibles sur le site si ça vous intéresse de consulter les critères plus en détail, sur le site et dans le guide d'ailleurs. Ce qu'on demande aussi du coup dans le cadre du plan d'action, c'est de spécifier les indicateurs de suivi et de définir les moyens financiers, humains et matériels. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Pour la slide suivante, donc là, c'était juste pour vous illustrer en fait l'importance aussi de bien avoir une démarche sur la chaîne de valeur. Parce qu'en général, quand on se pose la question de la biodiversité, c'est peut-être pas votre cas, puisque vous réfléchissez à ce sujet-là depuis un moment dans le cadre de Respect Océan aussi. Mais en général, les entreprises, elles se posent la question de la biodiversité et rapidement en viennent à des actions sur site. Ce qui est bien pour embarquer les collaborateurs, ce qui est bien pour démarrer le sujet. Mais en fait, quand on veut vraiment prendre et agir sur la biodiversité, c'est s'interroger sur toute la chaîne de valeur et donc aussi travailler avec les fournisseurs en amont ou les prestataires sur la façon d'intégrer des critères dans les cahiers des charges, par exemple. Voilà, d'adapter ses approvisionnements pour pouvoir réduire ses impacts en amont. Ça va se jouer avec les fournisseurs. Donc ça, c'est vraiment pas à négliger. En général, quand on regarde la proportion d'impact sur toute la chaîne de valeur pour une entreprise, la plupart du temps, c'est plutôt, en tout cas pour les entreprises françaises, c'est en amont que la plupart de l'impact se situe et parfois en amont, très en amont dans d'autres pays à l'international. Euh, donc voilà, l'enjeu amont, très important et donc souvent, on pousse aussi les entreprises à développer plus des actions sur les cahiers des charges fournisseurs, par exemple. Euh, et on les accompagne un petit peu sur ça. Et sur l'in situ, bah, ça va être des actions plutôt en lien avec les procédés de production, la gestion du foncier. Comme je le disais, c'est un peu plus naturel pour les entreprises de proposer des actions sur ce sujet-là parce que c'est des quick wins en général. En tout cas, on arrive à identifier des actions plus facilement. Et après, en aval, bah, ça va être sur la relation client-utilisateur. Comment est-ce qu'on réduit l'impact en aval au niveau des pollutions. Donc là, dans le cas océan, ça va être des pollutions, par exemple plastique dans l'océan. Et donc, comment est-ce qu'on réduit le packaging, par exemple, pour essayer d'éviter des impacts en aval. Finalement, l'étape 3 que je montrais tout à l'heure, qui était analyser, améliorer, mettre en place des processus de suivi, elle n'est possible que si on a réalisé les étapes 1 et 2 de façon efficace. Donc, on a bien déposé un plan d'action qui est SMART et qu'on a identifié des indicateurs, etc. Donc ici, ce que je vous affiche, c'est un peu les facteurs clés de succès d'une démarche biodiversité dans le cadre d'entreprises engagées pour la nature et de façon générale. Le fait de dresser un état des lieux avec une approche chaîne de valeur, de prioriser ces enjeux, de mettre en place un plan d'action volontaire avec des actions SMART, des moyens qui sont clairement identifiés. Voilà, et puis après, analyser, améliorer dans le temps, ça va être de bien pouvoir suivre dans le temps les objectifs, d'avoir une dynamique d'amélioration continue, et puis aussi de pouvoir valoriser les engagements et les actions menées, parce que finalement, une fois qu'on met en place des actions, enfin, voilà, c'est important aussi d'en parler et de faire en sorte d'embarquer autour de soi, que ce soit au sein d'un groupe, quand on est un grand groupe, d'embarquer les autres filiales, ou que ce soit d'embarquer le reste du secteur. Partager les bonnes pratiques, c'est vraiment important. Et puis après, on a des facteurs clés un peu transverses, dont j'ai peut-être un petit peu moins parlé. Ça va être de se baser sur des expertises et des données robustes. Évidemment, puisqu'on est sur un sujet qui est très complexe, la biodiversité. On a besoin d'experts. On ne peut pas être expert de tout, surtout sur ce sujet-là. Impliquer les parties prenantes internes et externes, ça va se faire tout au long de la démarche aussi. Et puis contribuer aux politiques de biodiversité, aux stratégies locales. Ça aussi, j'en ai pas forcément beaucoup parlé, mais c'est ce qui va vous permettre de vous ancrer dans un contexte et de ne pas vous sentir seul dans votre démarche, vous appuyer sur des objectifs qui sont aussi fixés dans le cadre de politiques publiques ou de stratégies sectorielles aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis après, j'avais une dernière slide sur un peu nos actualités, les outils. Enfin, il y a plein de choses dans cette slide, mais globalement, ce
ce que je disais au début, c'est qu'on développe des outils un peu au-delà du programme Entreprises engagées pour la nature pour contribuer à cet engagement des entreprises en France sur le sujet. Donc on a le guide pour l'action, ça j'en ai parlé. On développe l'accompagnement régional par les agences régionales de biodiversité, puisque les agences régionales de biodiversité, ce sont des structures qui dépendent des régions et de l'OFB. Et là, en fait, l'objectif, c'est qu'elles puissent porter les ARB, les dossiers entreprises engagées pour la nature des TPE-PME régionales, mais au-delà de ça, de pouvoir développer les réseaux d'entreprises locales et d'être en contact avec les entreprises pour les accompagner dans leur démarche, que ça aille jusqu'à entreprises engagées pour la nature ou pas. On a le MOOC Entreprises et Biodiversité, d'ailleurs, qui va intégrer bientôt une mise à jour sur le sujet océan, là, dans le cadre de l'année de la mer qui permet en fait surtout, si je continue de parler vraiment d'entreprises engagées pour la nature, une entreprise de moins de 10 salariés qui fait le MOOC en format ambassadeur va pouvoir déposer son dossier de façon facilitée dans le cadre du programme, donc avec un formulaire qui est plus simple. On a aussi développé le DIAC Biodiversité avec la BPI. Donc, il y a un diagnostic qui permet de réaliser un diagnostic avec des bureaux d'études et qui est subventionné à hauteur de 40%. Donc, il y a un reste à charge de 6 000 € pour l'entreprise qui souhaite réaliser un diagnostic dans ce cadre-là. Voilà, le lab Transition Nature aussi, qui s'est développé depuis quelques mois en relation avec le WWF et pour favoriser une appropriation de la méthodologie SBTN. Donc, si vous êtes intéressé par ce lab, n'hésitez pas à regarder sur le site. C'est plutôt pour les grandes entreprises. Et puis, on a le sujet Acte Biodiversité avec l'ADEME, où là, c'est une méthodologie qui existait déjà sur le climat, d'évaluation en fait des plans de transition euh, par l'ADEME. Donc, ça aussi, c'est plutôt grande entreprise et ça permet plutôt d'évaluer, de donner un score en fait aux entreprises sur le sujet de la biodiversité par rapport à leur déclaration extra-financière. Voilà. Excuse-moi, si je me permets juste de te couper, j'ai reçu un appel de Geneviève Marais, qui est notre deuxième intervenante, et qui est coincée dans une réunion, doit se déconnecter à 13h10, et donc a demandé à ce qu'on intervertisse et qu'elle puisse témoigner sur... Donc toutes mes Ok. excuses de t'avoir coupé, mais Geneviève va devoir se déconnecter. Elle est là pour témoigner sur l'intérêt pour les entreprises de s'engager dans une démarche engagée pour la nature. Et ce que je vous propose, c'est qu'on revienne à la présentation de Lucie après le témoignage de Geneviève. Voilà, toutes mes excuses d'avoir perturbé le bon déroulement de ce webinaire. Pas de souci, non, mais c'était la dernière slide de toute façon, donc pas de souci. Bonjour, bonjour à tous. Excusez-moi Lucie et bonjour à tout le monde. C'est vrai que je suis désolée, je suis sur une réunion au ministère à Bercy et voilà, je suis dans un lieu qui n'est pas forcément, qui m'est pas dédié pour ce moment et voilà, on m'a demandé de faire assez rapidement parce qu'on va sans doute me demander de disposer des lieux. Donc voilà, je me présente à vous. Je suis Geneviève Marais, je suis la dirigeante et fondatrice d'Aquatech Innovation. Aurélie, est-ce que je partage ma présentation? Oui, tu peux. Ok. Euh, hop, voilà. Vous me dites quand pour vous, elle est à l'écran? Elle est à C'est bon. l'écran, alors pas en plein écran, mais elle est à l'écran. Est-ce que là c'est bon peut-être? C'est mieux Oui. comme ça? Voilà. Ok. Donc voilà, Aquatech Innovation j'ai créé Aquatech en 2018. Comme vous pouvez le voir, la goutte d'eau en dit long. Notre sujet, c'est l'eau. On s'est engagé pour protéger la ressource en eau. Nous avons des solutions technologiques qui nous permettent de recycler l'eau, entre autres, et des outils digitaux qui permettent de comprendre sa consommation. Et nos solutions s'adressent à des professionnels du tourisme principalement. Donc, rapidement, moi, quand la création d'Aquatech s'est faite, mon enjeu pour moi a été d'être aligné par rapport à mon produit. Je m'explique. Avoir un produit que l'on vend pour dire préserver la nature, comme préserver l'eau, ça voulait dire aussi pour moi être à la hauteur de ce que je proposais de faire. Et je voulais absolument trouver une solution pour pouvoir être en phase avec mon produit et avoir moi-même une démarche assez exemplaire.
Donc, ma recherche était de toujours avoir un engagement qui soit fort et de pouvoir avoir aussi des outils qui mettaient à ma disposition pour faire grossir mon entreprise avec une feuille de route qui allait pouvoir m'accompagner tout du long. Donc, on a créé c'est en 2020 à peu près que j'ai cherché comment je pouvais, qu'est-ce que je pouvais aller chercher comme label pour avoir surtout cette feuille de route. Et c'est en 2021 que j'ai choisi donc l'OFB et que je me suis engagée, en l'occurrence, sur 10 principes donc fondamentaux sur lesquels je voulais pouvoir mettre ma stratégie de développement. À savoir qu'à cette époque-là, je n'avais encore que, je crois, en 2021, 2 salariés. On était au début du Covid, donc on était encore très peu nombreux. Et en fait, dans ma stratégie, ce que je voulais, c'est en fait, dans l'ADN de mon entreprise, avoir en fait les règles fondamentales avec une démarche durable qui avait des valeurs déjà très ancrées. Et je partais du principe qu'il est plus facile d'embaucher, de développer mon entreprise avec ces valeurs-là, d'intégrer, plutôt que de vouloir faire du changement et qui plus est, changer des habitudes. Donc, en l'intégrant dès le départ, ça a été pour moi, en fait, un réflexe qui m'a permis de me démarquer, en fait, très rapidement parce que d'abord, je pense que pas beaucoup de petites entreprises le font, alors qu'il suffit d'oser. C'est clair que c'est un engagement qui n'est pas évident, hein, il peut faire peur au début, mais comme je pense Lucie a dû l'expliquer tout à l'heure, qui est à la portée de tous, parce qu'il y a des acteurs qui sont à l'OFB qui sont là pour nous accompagner et surtout tout est très bien expliqué. Je vais passer rapidement. Nos contributions aux ODD, ben, ils sont évidents, hein, parce qu'aujourd'hui, on répond à 7 des ODD sur les 15. Donc, on est parfaitement aligné sur notre proposition de valeur. Et je dirais que tout du long de notre démarche RSE, eh bien, en fait, à chaque fois, on ponctue le rythme de l'année avec une démarche que l'on entretient évidemment au quotidien. Alors aujourd'hui, c'est plus moi directement, hein, c'est ma chargée de marketing qui a pris le relais sur la démarche RSE et qui du coup le mène dans le collectif, c'est-à-dire à l'ensemble des salariés. Aujourd'hui, nous sommes 15, qui donc permet de mettre du sens et de rythmer l'année pour pouvoir mettre en avant cette feuille de route que l'on tient dans nos engagements. 2024 a évidemment été renforcé par des prix RSE que nous avons cherché à obtenir et que nous avons gagné, dont on est très fiers justement. Et donc c'est sur toute cette feuille de route que petit à petit les actions se sont ponctuées en lien évidemment avec ce que l'on a convenu dans nos 10 engagements signés au départ. Un fait marquant, je dirais, qui a été un tournant aussi l'année dernière, c'est qu'on se lance maintenant dans l'adhésion à la charte relations fournisseurs et achats responsables, qui est une démarche aussi sur du long terme, mais qui pour moi est en lien parce que étant une entreprise avec des ateliers, des fournisseurs et donc une production en interne, on a évidemment beaucoup de fournisseurs et cette adhésion-là va permettre d'avoir des choix stratégiques au niveau de nos partenaires fournisseurs. Alors, pour vous donner un petit aperçu, hein, on a évidemment sur nos produits des engagements liés à nos produits, qui soient sur nos choix de fournisseurs, quels sont les équipements que l'on achète, pourquoi, comment, la durabilité de chacun d'eux également. Au niveau sociétal, eh bien, on est évidemment mince, j'ai oublié le social, pardon. Évidemment, on ponctue notre année avec des événements qui vont permettre de favoriser la collaboration tous entre nous. Et puis surtout, on intègre des apprentis pour pouvoir favoriser l'intégration de jeunes talents. Évidemment, étant une femme dans la tech, je ne peux que parler de diversité, pardon, et de favoriser le bienvenu pour les jeunes femmes qui voudraient rejoindre la tech. Je me suis moi-même engagée sur le collectif des industriels. Donc c'est une opportunité là de soutenir et de mettre en avant ces métiers où malheureusement le féminin est encore pas assez présent. Voilà, évidemment, création d'emplois, parce que ça, c'est dans ma chaîne de valeur également, de l'ouvrir et de favoriser à tous pour pouvoir donner la chance tout à chacun.
Donc on a encore évidemment de l'ambition et je pense qu'on en aura toujours, hein, parce qu'il s'agit de toujours se remettre en question pour toujours s'améliorer. Les process de fabrication dans une entreprise comme la nôtre, évidemment, ont toujours des contraintes et donc il ne faut pas hésiter à remanier toujours sa feuille de route parce qu'évidemment, le chemin, il n'est pas linéaire. Malgré tout, j'insiste sur le fait que c'est possible, que c'est la bonne volonté. Déjà, à la base, c'est faire des choix, d'y accorder du temps. Et dans ces cas-là, on y arrive parce on trouve toujours des solutions. Et en l'occurrence, avec l'OFB, eh bien, ça a toujours été des temps de discussion pour pouvoir travailler les points, pour qu'ils nous valident quelque chose qui nous soit à notre portée et de pouvoir marquer notre évolution. Donc évidemment, on va continuer d'aller vers cette évolution. Là, c'est une vision qui est sur 2025-2026, mais bien entendu, elle ne fera que continuer. Voilà, donc je suis désolée, ça a été un petit peu court. J'aurais aimé pouvoir rester aussi avec vous plus longtemps. Je ne sais pas s'il y a des questions me concernant, mais je préfère donner la parole pour au cas où que je puisse m'arrêter à 13h10 comme Aurélie. Merci Geneviève, c'était très chouette que tu puisses être parmi nous malgré le contexte et les conditions. Donc du coup, moi, une petite question donc pour aller droit au but. Tu es engagée pour la nature depuis combien de temps? Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme argument aux entreprises qui hésitent encore à rejoindre l'initiative? Alors c'est en 2021 que j'ai signé ma lettre d'engagement, hein, donc ça après c'est le début la lettre d'engagement, hein. Et je dirais que en fait il suffit juste de d'oser. Je crois que si aujourd'hui vous vous posez la question, bah en fait il y a plus de doute quoi, tout simplement. Pour moi, c'est une évidence. Je veux dire, vendre un produit à impact comme je le fais, bah, je dois démontrer moi-même que je me mets en ordre de marche pour qu'en interne, dans ma propre entreprise, je sois aligné. Et qui plus est, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un marqueur qui est différenciant. Je peux mettre le logo label entreprise engagée pour la nature et c'est quelque part me rendre différenciant des autres qui ne le font pas encore. Et je sais pertinemment qu'en tant que start-up, où je sais que bah, quand je vais demander de l'aide pour des subventions, pour de l'accompagnement, eh bien l'État va se tourner de plus en plus vers des entreprises qui mènent des actions. Donc pour moi, c'est juste une évidence. Et c'est à la portée de tout le monde. La preuve, moi j'ai démarré à l'époque, on n'était que trois dans l'entreprise. Certes, ça prend du temps. C'est vrai, ça je vais pas vous le dire autrement, hein. Il se trouve que bah, apporter mon projet, j'y consacre beaucoup de temps et qui plus est au démarrage. Mais c'est au démarrage que j'avais le temps. Je vous cache pas que j'aurais à le faire aujourd'hui. Ça me serait peut-être plus difficile parce qu'aujourd'hui j'ai 15 salariés. Il faudrait peut-être que je les délègue, mais est-ce que j'y arriverai de la même manière? C'est pas dit. Donc voilà, je peux qu'encourager à le faire. Je crois qu'il n'y a pas de mauvais moment. Et surtout quand on est jeune entreprise, faut pas hésiter. Que certains d'entre vous ont des questions pour Geneviève avant qu'on puisse la libérer et qu'elle puisse retourner à ses autres engagements? Alors, je vois pas de questions dans le chat pour le moment, donc n'hésitez pas, c'est vraiment le moment de poser vos questions à Geneviève puisqu'elle va devoir nous quitter malheureusement. Et sinon, s'il n'y a pas de questions, moi, je te remercie beaucoup, Geneviève, d'avoir été avec nous pour témoigner. Et on va peut-être relaisser la parole à Lucie, qui va pouvoir finir sa présentation. Donc, toutes nos excuses, Lucie, pour ce contretemps qui était pas prévu, mais en tout cas, on s'adapte. Voilà. Donc, merci beaucoup, Geneviève, et Je vous bonne remercie continuation à toi. Geneviève. Merci à vous. Encore toutes mes excuses, Lucie, d'avoir perturbé le timing. Non. Et à très bientôt, je l'espère. Et plein de bonnes choses à tous dans votre démarche. Merci. Merci Geneviève. Merci. Alors, Lucie, je te relaisse la main. Oui, je peux repartager la dernière slide Oui. du coup. J'avais plus beaucoup de choses à dire. Je pense que je m'étais arrêtée ici. Ce que je voulais juste rajouter. C'est bon, là, vous voyez l'écran? Oui, Oui. c'est bon. Ce que je voulais juste rajouter, c'était qu'effectivement, dans le cadre du club entreprise engagée pour la nature, là, les prochains événements qu'on organise, mais du coup, c'est réservé aux adhérents et membres, mais ça vous donne une idée en fait de ce qu'on peut organiser
Dans le cas du club, donc il y a un web pair alimentation durable. Donc on organise des web pairs, c'est des webinaires de partage entre pairs, donc des retours d'expérience d'entreprise. Donc potentiellement c'est à vous qu'on pourrait donner la parole pour témoigner sur certains sujets. Et là, sur le sujet alimentation durable, on a l'entreprise Food Cherry qui va témoigner sur la façon dont elle prend en compte la biodiversité dans ses activités, aux côtés d'une collectivité aussi, puisque du coup, ce sont des webinaires qui sont aussi accessibles pour les partenaires engagés et les territoires engagés pour la nature. Donc voilà, on a un webinaire alimentation durable en mai, un webinaire qui est dédié aux adhérents en juin, puisqu'en fait, effectivement, quand on arrive, qu'on signe les 10 principes communs, on est adhérent du programme. Donc, on a plein de choses à lire, le guide à consulter, etc. Mais on organise un webinaire aussi pour un peu accueillir les adhérents et leur montrer un petit peu plus comment se passe le dépôt du plan d'action. Donc, je rentre un peu plus en détail que ce que je viens de faire aujourd'hui sur ce type de webinaire. Et puis après, on organise aussi un événement dont je voulais vous parler, qui peut quand même vous intéresser. C'est la journée de conférence du Lab Transition Nature qui est organisée en marge de l'UNOC le 11 juin. Et donc cette journée, donc, on vous invite à cette journée. Donc si vous avez le support, vous aurez le lien d'inscription. Et donc il y aura une matinée qui sera consacrée aux petites et moyennes entreprises pour mieux aider à comprendre les enjeux sur le sujet. Donc c'est animé, je ne l'ai pas dit, c'est animé par le WWF, l'OFB et l'ARB PACA. Cette journée, il y aura aussi des témoignages d'entreprises. Donc avec une matinée plutôt pour les PME et une après-midi plutôt pour les grandes entreprises et ETI, qui sera là, qui portera plutôt sur l'alignement des modèles économiques sur les limites planétaires et qui permettra de présenter, discuter différents instruments comme le plan de transition de nature ou le cadre SBTN avec sa nouvelle méthodologie sur les océans notamment. Voilà, donc si ça vous intéresse de vous inscrire, normalement il y a encore des places. C'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Voilà, et puis j'ai vu que, donc ça c'est ma dernière slide, et puis j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat à laquelle j'avais pas encore répondu, qui est venue un peu plus tôt sur est-ce qu'il peut s'agir d'actions de compensation. Donc, dans le cadre du programme Entreprises engagées pour la nature, ce qu'on demande, c'est de déposer un plan d'action qui va au-delà des exigences réglementaires. Donc, évidemment, des actions de compensation, ça ne peut pas être reconnu dans le cadre du programme, d'autant plus que je le reprécise, mais à l'OFB, on est aussi police de l'environnement. Donc, on va avoir des problèmes avec nos services de police si on commence à reconnaître des actions de compensation qui sont déjà exigées dans le cadre de la réglementation. Donc, non, voilà, l'objectif du programme, c'est vraiment de déposer une démarche volontaire qui va au-delà du réglementaire. Et donc, on demande bien, dans les critères du programme, on a un critère qui est l'additionnalité, donc l'additionnalité par rapport à la réglementation. Donc, on vous demande de justifier quand il peut y avoir un doute sur certaines thématiques. Sur plein de thématiques, ça peut être le cas. Des fois, des démarches sur les déchets, des démarches, comme on le dit, sur de la restauration d'espaces naturels. En fait, parfois, c'est des démarches de compensation. Donc, on demande vraiment aux entreprises d'expliquer en quoi ça va au-delà des démarches réglementaires qui sont déjà... qui sont réglementaires. Et on demande que ce soit additionnel par rapport à ce que l'entreprise faisait aussi déjà par le passé. Donc il y a deux notions d'additionnalité en fait. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je crois Alors, pas. j'ai pas vu d'autres questions de mon côté. Est-ce que parmi les participants, vous avez des questions à poser à Lucie? Comme on n'est plus très nombreux, n'hésitez pas à lever la main. Vous pourrez poser vos questions directement. Donc, pour voilà, ça doit être des questions en lien avec l'initiative Engagée pour la nature. Donc, je vous demande juste de respecter cette règle-là et je vais donner la parole à Marie-Amélie Ratt. Est-ce Pardon, que... Oui. oui, j'arrivais pas à désactiver mon micro. Du coup, bonjour à tous, je suis Marie-Amélie Ratt, je suis chargée d'innovation pour le PUI Blue Box et je me permets de rebondir enfin, sur une question que peut-être vous n'avez pas vue dans le chat, euh, qui est en termes de biodiversité marine. C'est Cyril Michaud qui a posé la question et je trouvais ça intéressant. Il disait que peu d'entreprises comprennent leur impact sur l'océan, sur sa biodiversité et est-ce que ces outils mentionnés, ils peuvent les aider à faire le lien? Oui, alors du coup, c'est vrai que j'ai répondu directement dans le chat, Ah, mais pardon. non, non, mais pas de souci, je peux développer un petit peu. Mais en effet, les outils d'analyse des dépendances des impacts sur la biodiversité, donc qui permet de faire le diagnostic, certains n'intégraient pas forcément cet enjeu-là de façon suffisamment
complète, mais parce que c'est aussi un sujet extrêmement complexe. Et donc globalement, effectivement, il faut faire attention aux outils qui sont utilisés si l'enjeu est bien pris en compte. En tout cas, donc il y a cette nouvelle méthode de SBTN qui intègre du coup le sujet océan. On a le MOOC qui est mis à jour cette année pour intégrer les sujets océans avec des retours d'expérience d'entreprise. Donc ça va dans la bonne direction aussi grâce à l'année de la mer. Je pense que ça a aussi fait bouger un petit peu des choses. Et puis nous, dans le cadre de l'évaluation des dossiers entreprises engagées pour la nature, à l'OFB, évidemment, on a des experts sur les océans. Donc en fait, quand on reçoit des dossiers d'entreprise et qu'on pense qu'il peut y avoir un enjeu sur l'océan, mais on a des experts aussi sur d'autres thématiques, on peut solliciter des experts pour avoir un avis en interne sur le sujet et voir si le plan d'action il est suffisamment voilà, en tout cas, si l'action elle est bien construite, si ça répond bien à l'enjeu. Donc, en tout cas, on a une attention particulière à ce sujet-là dans le cadre de l'évaluation des dossiers entreprises engagées pour la nature. Ok, ça marche. Merci Voilà. beaucoup. Et j'avais une deuxième question, désolée. C'était pour aussi savoir, du coup, pour déterminer les entreprises engagées par la nature. Je suis arrivée un petit peu en retard. Vous aviez parlé du guide que je me suis permise d'ouvrir en PDF à côté, que j'ai regardé vite fait. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez une méthode pour évaluer les entreprises et leur niveau d'engagement et si oui, comment vous procédez. En fait, nous, on a des critères qui ont été définis depuis la création du programme, qui sont les critères SMART. Et si vous allez dans le guide, d'ailleurs, ils sont à la toute fin, normalement, tout en bas du guide. Vous avez les critères qui permettent d'évaluer le plan d'action. Donc, c'est ce que je disais, donc les critères SMART spécifiques, mesurables, additionnels, pertinents, réalistes et temporellement encadrés. Et après, on a aussi des critères pour le suivi de la mise en œuvre tous les 2 ans. Donc là aussi, on a d'autres critères. Donc après, si la question, c'est par rapport à l'ambition, en fait, justement, nos critères, ils ne sont pas construits pour... ok, ça, c'est ce que je disais au tout début, donc vous étiez sûrement pas encore là. Nos critères, l'objectif, c'est pas de reconnaître l'exemplarité d'une démarche, mais c'est plutôt de reconnaître un plan d'action qui est SMART, donc avec des actions qui sont cohérentes, qui répondent au minimum à un enjeu majeur de l'entreprise. Et après, dans le cadre du prochain plan d'action qui sera déposé par l'entreprise dans une démarche d'amélioration continue, on va augmenter un petit peu nos exigences et on va voir si l'entreprise prend en compte les recommandations qu'on a faites par le passé. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne, mais c'est vrai que ça serait long de vous expliquer tous les critères et tous les sous-critères qu'on utilise dans le cadre du programme, mais ils sont décrits tout en bas du guide. Ça marche, merci beaucoup. De rien. Lucie, est-ce que tu es d'accord pour qu'on partage la présentation avec les participants d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ok, très bien. Pas de souci. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous pourrai vous relayer la présentation PowerPoint. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc il nous reste Moi, quelques j'ai minutes. peut-être une question, si je peux Ah, encore. pardon. Oui, oui, allez-y. Pas de souci. Je savais pas comment lever la main, désolée, Ah, d'accord, pas avec de le. problème. Euh, du coup, donc moi, je suis Lynn Babiel, je fais partie du coup de l'organisme de stratégie de l'entreprise BRL Ingénierie, qui est un bureau d'études dans l'eau et l'environnement. On est adhérent au Pacte mondial et on réfléchit du coup à adhérer aux entreprises engagées pour la nature. Donc, j'ai bien compris le formalisme de l'engagement qui est assez similaire à celui du Pacte mondial. En revanche, nous, du coup, on a une action qui est, enfin, nos enjeux, ils sont vraiment quasiment à 100% à l'aval de notre chaîne de valeur, puisqu'on agit sur nos clients, sur la façon effectivement de les orienter et de valoriser la biodiversité. Et on a très peu d'actions sur notre démarche en interne. Donc voilà, je voulais savoir si c'était un problème pour pouvoir adhérer. Non, bah, c'est une très bonne question. En fait, on a beaucoup d'entreprises dans votre cas qui sont plutôt des bureaux d'études ou qui apportent du conseil. Et donc, en effet, là, l'enjeu pour vous, c'est bien la façon dont vous apportez des services à vos clients. Oui, Et donc, ça va être des actions sur comment on fait pour réduire les impacts chez nos clients ou en tout cas contribuer à ce qu'ils soient sensibilisés au sujet. oui, Euh, donc, je pense que vous avez bien compris la démarche. Et en fait, dans votre analyse de vos dépendances, de vos impacts, il va y avoir plutôt une réflexion sur la façon
Donc, il y a deux choses, c'est la façon dont vous dépendez de la biodiversité et la façon dont vous impactez la biodiversité en tant que bureau d'études comme entreprise, mais aussi comment est-ce que vos entreprises elles-mêmes, enfin vos clients elles-mêmes dépendent et impactent la biodiversité. Donc il y a un peu une Mhm. double approche à Oui, avoir en tant que bureau d'études. Donc oui, non, c'est pas un problème. Vous ok, avez tout à fait le sujet. Et puis, vous pouvez regarder sur le site Entreprises engagées pour la nature. Dans les engagés, vous en avez déjà beaucoup des bureaux d'études, cabinets de conseil sur ces thématiques, enfin, sur diverses thématiques, mais en tout cas qui ont un peu comme cœur de métier déjà de prendre en compte la biodiversité ou l'environnement. Donc, ça peut peut-être vous inspirer aussi de voir les très bien. plans d'action déjà déposés. Parfait, merci beaucoup. Il y a De une main rien. levée de Cyril Michaud. Oui. Oui, bonjour. Donc j'ai bien compris que c'était le but, c'était d'engager le plus de monde possible sans avoir un niveau d'exigence super élevé. Est-ce que pour autant, si on laisse faire les entreprises, est-ce qu'elles vont pas viser des petites incrémentalités toutes petites, un peu à la marge? Surtout si en plus l'an prochain, il faut refaire encore un petit peu mieux. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce que vous arrivez en fait avec toute l'expertise que vous avez de pousser un peu les curseurs, de les inciter à aller un petit peu au-delà de ce qu'ils pensent au départ? Comment ça se passe? Bah, alors après, avec les critères qu'on a, de toute façon, on exige qu'il y ait au moins une action cœur de métier. Euh, et, euh, et donc, en fait, on peut tout à fait, avec les critères qu'on a, en fait, il y a un des critères, peut-être c'est ça la réponse, en fait, c'est qu'on a un des critères qui, donc dans la partie réaliste du SMART, c'est de voir si l'entreprise, par rapport à ses moyens, par rapport à sa taille, par rapport à son contexte, a mis en place un plan d'action qui est cohérent et qui est réaliste. Donc en fait, une grande entreprise, si elle dépose deux actions, on va lui dire c'est pas réaliste. Voilà. Globalement, on va lui demander d'aller plus loin. Donc effectivement, on peut tout à fait se retrouver avec des notations sur les critères qui vont être à renforcer et qui vont bloquer l'acceptation du dossier si on considère que c'est pas suffisamment ambitieux là je parle pour des grandes entreprises sur lesquelles on estime que c'est vraiment pas suffisant. Oui, oui, en fait, nos critères, ils ont été bien réfléchis depuis 5 ans. Ils ont été validés par un COPIL et par toute la gouvernance du programme et ils permettent justement ça, d'éviter d'avoir des plans d'action qui sont trop anecdotiques, enfin en tout cas des actions qui sont trop anecdotiques. Puis à l'inverse, pour des toutes petites entreprises où on comprend qu'il n'y a pas il n'y a pas forcément une grosse marge de manœuvre, pas beaucoup de moyens, enfin on voit aussi en fonction de la taille et des moyens de l'entreprise pour adapter un petit peu l'évaluation. Forcément, elle n'est pas faite de la même façon pour les petites et pour les grandes entreprises, quoi. D'accord. Voilà. Et alors, est-ce que vous voyez aussi un phénomène d'accélération ou d'augmentation de l'ambition par rapport à ceux qui sont engagés depuis plusieurs années? Parce que j'ai l'impression quand même c'est le genre de thème où on se prend un peu au jeu. Alors, je ne sais pas si le terme est bien exact, mais bien approprié, mais quand on se rend compte de ce qui se passe et finalement, plus on creuse, plus on se rend compte qu'il faut faire des choses. Et donc, est-ce que vous voyez comme ça les entreprises qui sont là depuis plusieurs années, est-ce que vous les voyez s'engager plus, faire aller plus au-delà de ce qu'ils faisaient au départ uniquement? Oui. Bah, en fait, oui, forcément, parce que dans le cadre des évaluations qu'on fait tous les 2 ans, on fait quand même pas mal de recommandations. C'est censé vraiment aider l'entreprise à déposer des nouvelles actions, à aller plus loin sur les actions passées. Et donc, une entreprise qui va déposer un deuxième plan d'action, nous, on va regarder comment ça va plus loin par rapport au premier. Donc, on ne va pas accepter un deuxième plan d'action s'il n'y a pas une additionnalité par rapport à ce qui était proposé avant. Donc oui, on voit qu'il y a des évolutions, que les entreprises vont plus loin d'un plan d'action à l'autre. Après, on a un recul sur 2 plans d'action, quoi, pour l'instant. On n'a pas encore les troisième plans d'action. Mais oui, oui, concrètement, globalement, on voit bien une évolution des engagements. On a aussi des entreprises qui ont plus de difficultés, qui adhèrent et qui finalement n'arrivent pas à aller jusqu'au bout pour déposer leur plan d'action pour X raisons. Ça arrive aussi, mais oui, d'un plan d'action à l'autre, on voit bien des évolutions. Alors, merci pour vos questions et merci Lucie pour les réponses. On a encore quelques minutes pour d'autres questions. Donc, si certains d'entre vous se posent encore, ont encore des questionnements avant de s'engager ou avant d'en parler autour de vous,
n'hésitez pas à lever la main et à poser votre question directement. En attendant, je ne sais pas si Lucie, tu as quelque chose à rajouter suite à cette présentation et aux questions. Non, bon, c'est bon, je pense que j'ai tout abordé. Voilà, à moins qu'il y ait des questions, moi je peux éventuellement vous apporter un peu plus de détails sur je sais pas, le diag biodiversité, sur certains outils, le MOOC entreprise et biodiversité. S'il y en a qui sont intéressés par les outils que j'ai présentés à la fin, là je peux tout à fait Moi, j'ai une expliquer. petite question sur ce MOOC avant peut-être qu'on termine. Alors, on va laisser la main à Fiona qui a levé la main. Mais moi, je voulais voir avec quelle structure vous avez implémenté le MOOC sur les sujets océans. Alors, bah, en fait, donc le MOOC, on travaille LPO, MEDEF, OFB. Et bah, justement, on a Galeniform qui devrait normalement témoigner. Donc, on a des témoignages d'entreprise. Galeniform qui fait partie de Respect Oui. Océan. Et celle-là, c'est plutôt côté LPO qu'il y a eu des réflexions avec des structures spécialisées. Mais alors, je me souviens plus exactement lesquelles, honnêtement. Je pourrais vous redire. Oui, d'accord. Moi, Que c'est c'était en pour ma cours, hein, curiosité personnelle. c'est en cours complètement. Alors, Fiona a levé la main et puis ensuite, on va s'arrêter là. Oui, merci beaucoup. Alors, j'ai une petite question. Je me parle un petit peu dans le sens où il y a pas mal de labels, certifications différentes et je voulais juste avoir votre retour là-dessus. Par exemple, entre PME+, ou la certification B Corp, et puis donc engagé pour la nature, et puis d'autres qui ne viennent pas là tout de suite à l'esprit. Hmm. Qu'est-ce que vous pourriez me dire? Est-ce qu'en fait, bon, ça va dans la même direction? Est-ce qu'il y a des grosses différences? Est-ce que c'est similaire? Voilà. Merci beaucoup. C'est une bonne question. Alors, le label PME+, je le connais pas très bien, donc je pourrais pas vous dire précisément. Par contre, par rapport à Big Corp, on va être sur une démarche qui va être liée avec l'entreprise à mission. Donc, une fois que vous êtes Big Corp, vous êtes entreprise à mission. C'est des choses qui peuvent être valorisées d'ailleurs dans le cadre des plans d'action entreprises engagées pour la nature. Enfin, c'est difficile de répondre parce qu'en fait, souvent, c'est des démarches qui se complètent. Là, nous, dans le cadre du programme, c'est vraiment axé sur la biodiversité, mais on voit qu'on arrive à traiter tous les aspects environnementaux à travers ça, hein, puisque du coup, la biodiversité, c'est lié au climat, c'est lié aux pollutions, enfin, à tous les autres sujets. Donc finalement, on structure l'objectif, ça va être de renforcer sa démarche environnementale et sa démarche RSE à travers ce dispositif-là, en intégrant bien la biodiversité. Et on a d'autres dispositifs qui vont être plus généraux, qui vont pas forcément traiter les mêmes sujets ou évaluer les mêmes sujets. Bicorp, c'est plus global aussi par rapport à la démarche RSE au sens large, avec des sujets d'éthique et autres. Donc oui, c'est pas les mêmes choses, c'est complémentaire. L'avantage avec Bicorp, c'est que ça permet de définir une raison d'être et de devenir entreprise à mission. Voilà, je sais pas si ça répond vraiment à la Si, si, question. merci bien. Oui, Merci. tant Oui. mieux. Et je vois qu'il y a une question sur quelle différence avec Act for Nature. Donc effectivement, Act for Nature International et le dispositif entreprise engagée pour la nature sont liés par leurs 10 principes communs au niveau de la signature parce que c'est des dispositifs qui ont été créés un peu en même temps. La différence, c'est que Act for Nature International s'adresse plutôt aux entreprises françaises, mais qui ont une activité à l'international, donc des implantations en fait vraiment à l'international. Après, c'est pas la même gouvernance, c'est pas la même façon d'animer les choses. C'est-à-dire que Act for Nature International, c'est piloté par EPE et plutôt par le côté voilà, des fédérations d'entreprises, mais ça intègre aussi des associations, des ONG de protection de la nature. C'est pas la même gouvernance et la même façon de fonctionner globalement, mais pour vous, ce qu'il faut garder en tête, c'est que Act for Nature International, c'est plutôt pour reconnaître des actions aussi qui sont développées dans le cadre de sites ou d'implantation internationale. Et nous, à l'OFB, étant donné qu'on est, c'est une reconnaissance de l'État, hein, entreprise engagée pour la nature, on ne peut pas reconnaître des actions qui sont menées dans d'autres pays. Donc des actions qui sont menées sur la chaîne de valeur, oui, mais pas concrètement sur des sites de l'entreprise à l'étranger. Donc la petite nuance, c'est que effectivement, si vous avez envie de valoriser une démarche vraiment internationale par rapport à l'ensemble de votre groupe sur d'autres sites qu'en France, c'est peut-être plus Act for Nature International, mais on a aussi des entreprises qui sont dans les deux.
pour valoriser plus précisément les actions en France, mais aussi par ailleurs tout ce qui est fait à l'international. Voilà. Merci Lucie. Donc je vois qu'on arrive à la fin de notre webinaire. Donc merci beaucoup Lucie d'être rendue disponible pour échanger ce midi avec les participants. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'ai bien reçu les différents mails avec les demandes de présentation, donc je vais y répondre dans la journée. Et merci encore à Geneviève qui n'est plus avec nous mais qui s'est rendue disponible. Donc voilà. Très bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.